David. On continue à parler politique sur Radio Classique et pour la première fois dans l'histoire des enquêtes d'opinion, la vie politique est devenue le souci numéro 1 des Français devant le pouvoir d'achat, devant l'insécurité, devant le budget ou l'immigration. C'est une enquête du Cevipof qui nous l'apprend. Défiance vis-à-vis du président, remise en cause des institutions et rejet de la classe politique. Voilà ce qui préoccupe et ce qui indigne parfois les Français. On en parle avec l'invité de la matinale. Raphaël Dahan, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être là. Vous avez 32 ans, vous êtes essayiste, élu local, ancien haut fonctionnaire. Aujourd'hui, vous êtes conseiller du cabinet Accuracy. Vous venez de publier « Faire de la France une démocratie » aux éditions Passé Composé. Et vous vous passionnez pour l'histoire antique et l'intelligence artificielle au point d'avoir créé un laboratoire qui dresse des ponts entre l'histoire et la modernité. On aura l'occasion d'en parler. Mais d'abord, commençons par l'enseignement de cette étude du Cevipof. Comment interprétez-vous ce résultat ? 30% des répondants à l'enquête estiment que notre vie politique est devenue problématique. C'est plus important pour eux, plus préoccupant que les sujets que j'ai énoncés tout à l'heure. Oui, il y a quelque chose à la fois de rassurant et d'inquiétant dans cette étude quand on regarde le détail. Ce qui est rassurant, c'est que les Français sont assez lucides sur la qualité du personnel politique. Ils voient bien que la plupart sont totalement nuls. Et c'est quelque chose qui est vraiment à la racine de beaucoup de problèmes aujourd'hui. Si on ne fait pas confiance aux politiques, c'est aussi qu'on les trouve insuffisants, y compris en termes de pure compétence, en fait. Et vous dites ça, vous l'écrivez dans votre bouquin, vous y allez, du haut de vos 32 ans, vous dites, ils sont nuls. La plupart, il y en a évidemment des exceptions, mais la plupart d'entre eux font de mauvaises lois, ne comprennent parfois même pas la loi qu'ils font. C'est vraiment frappant. Il y a un historien, Nicolas Rousselier, qui avait fait une très bonne étude des parlementaires de la Troisième République. Sous la Troisième République, les parlementaires faisaient vraiment la loi. C'était eux qui l'écrivaient, ils passaient du temps pour la faire, et on en a tiré de très grandes lois, les fameuses sur la liberté d'association, sur la laïcité, etc. Et aujourd'hui, on ne voit pas quelle loi a été faite par des hommes politiques aujourd'hui qui auraient vraiment mis la main à la plume pour l'écrire. Et c'est un changement de monde radical. Et donc cette médiocrité de la politique et aussi du personnel politique, elle rejaillit dans cette enquête du Cevipof. Et finalement, vous trouvez le jugement des Français justifié ? Oui, à une exception près, qui est que quand on lit l'enquête, et c'est là où c'est plus inquiétant, il y a aussi l'idée que les politiques seraient là pour s'enrichir et qu'ils seraient corrompus. Alors que c'est vraiment pas le cas. Et même au contraire, on pourrait presque dire que c'est un problème. Ils sont plutôt là pour s'appauvrir. Ils sont plutôt là pour s'appauvrir, que ça fait justement, ça entraîne un mouvement, un cercle vicieux, où en fait... les gens de qualité n'ont pas envie d'aller en politique. Alors pas seulement parce que on serait pas assez payé en politique, mais aussi parce que c'est pénible, c'est sacrificiel. On n'a pas l'impression de servir à grand chose dans l'état actuel. Donc il y a vraiment un mouvement qui est un peu pervers parce que les Français se disent ils sont mauvais. En plus ils s'enrichissent. Mais comme les Français ont cette opinion des politiques, les politiques eux-mêmes ne sont pas incités à faire mieux. Bon, c'est terrible. Il y a aussi Raphaël Dahan, une très grande défiance vis-à-vis du président de la République. Et évidemment ça c'est lié à l'héritage de la dissolution, c'est-à-dire ce Parlement qui tout en cherchant un compromis, en jouant son rôle de Parlement, d'essayer de trouver une majorité de projets pour un budget ou pour autre chose, joue son rôle, sa partition. Quel regard portez-vous sur la séquence politique du moment ? Je trouve l'idée du compromis est surévaluée. On dit toujours, la France n'arrive pas assez à faire des compromis, regardez l'Allemagne, ils font mieux ça que nous, etc. Je trouve pas que le compromis ce soit la panacée, c'est pas l'idéal qu'on devrait atteindre. Parce que le problème du compromis, dans un système parlementaire comme on l'a aujourd'hui, c'est qu'en fait, les négociations se font après le vote des électeurs. Donc les électeurs votent, et après, les partis se mettent d'accord entre eux, de manière totalement indépendante de ce que les Français voulaient, pour trouver quelque chose qui, en plus, aboutit à la fin à un résultat médiocre. Et on voit que si on arrive à faire passer ce budget, ce sera probablement un des pires budgets de la Ve République. Alors il ne ressemblera à aucun vote des Français, ni aucun engagement pris sur la base de ce vote. En fait, il ne ressemblera à rien, d'abord. Ouais. Et donc, évidemment, il vaudrait mieux avoir une majorité, parce que la majorité sera au moins un peu plus fidèle à la fois à ce que les Français auraient élu et à disons, une rationalité économique et budgétaire. Alors, ça nous amène évidemment à votre essai « Faire de la France une démocratie », c'est paru chez Passé Composé. Vous y défendez l'idée qu'il serait facile de faire de la France une démocratie au sens originel du terme, ce qui veut dire que, selon vous, elle ne l'est pas, une démocratie. Oui, si on prend le sens originel, comme vous dites, du terme, celui que les Grecs lui avaient donné à Athènes, la démocratie, c'est littéralement le pouvoir du peuple.
Et donc c'est le régime où ce sont les citoyens eux-mêmes qui votent la loi. Et pas par des représentants. C'est ça qui est capital, c'est que dans l'Antiquité, en tout cas dans la démocratie antique athénienne, ce sont les citoyens eux-mêmes qui votent, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Et ce modèle, enfin cette définition de la démocratie, avait perduré sous cette forme, en fait, jusqu'à assez récemment, encore au XVIIIe siècle. Montesquieu définit la démocratie comme étant le régime où le peuple souverain fait lui-même les lois, et donc pas par une sorte d'aristocratie même élue. Alors qu'aujourd'hui, on a un peu confondu l'idée du régime parlementaire avec la démocratie. Et en fait, c'est deux choses qui sont tout à fait différentes. À la Révolution française, en 89, les révolutionnaires ne souhaitaient pas, en fait, pour la plupart d'entre eux, instaurer une démocratie, mais un régime parlementaire. Pour eux, c'était deux choses tout à fait distinctes. Alors aujourd'hui, on a tendance à qualifier tout ce qui nous plaît de démocratique. En fait, la démocratie, c'est le bon régime, quel que soit ce qu'il y a dedans. Et on a pourtant des aspects dans la Ve République qui sont véritablement démocratiques au sens propre du terme, c'est justement ceux qui impliquent le référendum. Sous le général de Gaulle, il y a eu 5 référendums, c'était beaucoup, et toutes les grandes questions qui avaient saisi la France à cette époque-là ont été posées aux Français. Et il n'y en a eu que 5 depuis le départ du général de Gaulle, donc on voit bien à quel point la courbe a chuté. C'est la grande affaire. C'est la grande affaire de votre livre. Vous dites en fait, alors évidemment vous êtes un apôtre de la démocratie directe, mais vous êtes réaliste. Vous dites évidemment le Parlement doit continuer à élaborer des lois, mais les grandes actions, les grandes visions, les grands déterminants de ce qui doit faire une politique, on doit consulter le peuple dessus, et pas uniquement au moment des élections, de l'élection présidentielle ou des élections législatives. Vous dites qu'il faut faire des référendums. Alors, quels seraient les thèmes qu'il faut mettre en avant dans ces référendums ? Alors, il y a plusieurs thèmes qui seraient assez pertinents. On parlait tout à l'heure du budget. Le budget, la difficulté, c'est que d'abord, ça touche un peu à tous les sujets en même temps. Donc, difficile d'avoir un débat organisé dessus. Et en plus, il y a un délai pour le passer. Comme on le voit en ce moment, c'est bien le problème. Donc, c'est pas le sujet idéal, mais tout le reste me paraît tout à fait ouvert, en principe, au référendum. Alors, il y a des limites constitutionnelles à ça que je pense qu'il faudrait faire sauter. Mais en admettant qu'on puisse justement s'extraire de ces limites, il y a évidemment plusieurs sujets qui me paraissent pertinents. Le premier, le plus évident, je pense que c'est l'immigration, où on voit une majorité très 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 nette de Français qui sont pour limiter les flux. Ce serait intéressant de le vérifier, parce que ça n'a jamais été posé tel quel aux Français comme question, et ce serait quand même très très important de pouvoir les faire se prononcer sur un sujet aussi existentiel. Il y a la question de l'énergie aussi, du nucléaire. Ça a été un débat où on a avancé, reculé au fil des décennies. Ce serait intéressant aussi qu'ils puissent se prononcer définitivement, en tout cas de manière très officielle, sur la relance de la politique nucléaire et de la construction. Justement, on pourrait penser aussi à plein de domaines, à l'urbanisme, à la construction de logements, au statut de la fonction publique. Parce qu'une chose intéressante dans le référendum, c'est que il nous détache de la logique partisane. Or, les partis ne représentent pas forcément du tout les opinions des Français. Et il y avait un sondage IFOP de 2021 intéressant qui montrait que la majorité des Français de gauche, bizarrement, seraient favorables, quand on leur demande, à la suppression du statut de fonctionnaire. Alors, je dis même pas que c'est ça qu'il faut faire, mais on pourrait imaginer quand on voit... On pourrait le vérifier déjà avec un référendum. Par exemple, et c'est pas du tout ce que diraient évidemment les élus ou les militants de ces partis de gauche. Alors, outre les reproches qu'on peut faire au référendum, plébiscite, dangereux, effet boomerang, on pourrait vous opposer aussi que ce qui marche en ce moment, c'est pas la démocratie, c'est la démocrature, c'est la démocratie libérale, ce sont les pouvoirs forts, et vous dites, au contraire, la démocratie, elle nous permettrait, si on la mettait vraiment en œuvre, en France, elle permet de peser dans le monde. Et je voudrais que vous démontriez ça. Alors c'est toujours un peu l'exemple antique qui me vient en tête. Athènes est la grande démocratie antique, et c'est en fait une puissance impérialiste qui fait peur à tous ses voisins parce qu'elle est justement capable de prendre des décisions très fortes, très rapides et très déterminées. Aujourd'hui, je pense que ce qui nous ralentit aujourd'hui, ce qui fait qu'on est une sorte de monstre lent, c'est pas du tout la démocratie. Alors certains croient que c'est le cas. Mais quand on, par exemple, j'ai un sujet précis en tête qui est celui de la construction de centres de données pour l'intelligence artificielle. C'est une des infrastructures critiques aujourd'hui pour un vrai levier de puissance. Et on met 5 ans en France à construire un data center, comme on dit. Elon Musk aux États-Unis, mais 6 mois. Carlos Tavares, qui est venu ici il y a un mois, il a dit « J'ai mis 18 mois à obtenir un permis de construire pour une usine ». Parce que la différence, c'est pas évidemment qu'on construit plus lentement, c'est pas qu'on empile les briques plus lentement. La différence, c'est que on met 4 ans à obtenir une autorisation parce qu'il y a beaucoup de couches de procédures, de recours possibles, d'études d'impact à faire. Tout ça, c'est pas de la démocratie. C'est éventuellement une forme dévoyée d'état de droit ou de libéralisme.
Je crois même pas que ce soit vraiment la bonne définition, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la démocratie où on demanderait aux gens. On pourrait imaginer d'ailleurs d'avoir des référendums locaux pour dire est-ce que vous voulez installer telle ou telle infrastructure ici, et des fois les gens sont favorables. Raphaël Dahan, vous publiez Faire de la France une démocratie, et finalement votre projet c'est de réinjecter un peu de sens de la décision dans notre vieux système présidentiel pour affirmer la volonté d'un peuple qui dynamiserait l'ensemble de l'hyperstructure, l'infrastructure et la bureaucratie. Il y a quelque chose qui est très original dans votre parcours. Je donne le titre des bouquins que vous avez publiés. Quand Rome inventait le populisme, vous avez publié ça en 2019. Le rêve de l'assimilation, passé composé 2021, prix de l'essai de la Revue des Deux Mondes, prix Montaigne. Le siècle d'Auguste, encore un empereur romain, son dernier livre, Si Rome n'avait pas chuté, c'est toujours vous qui signez, est paru en 2023. Vous avez une passion pour l'Antiquité, et vous avez une passion pour la technologie. Que peuvent nous apprendre les anciens? Et à la grande lessiveuse de la technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, que peuvent nous apprendre les anciens? Un des grands avantages de l'Antiquité grecque et romaine, de leur littérature, de leur histoire notamment, c'est que toute la structure politique et de notre société est construite sur du vocabulaire qui vient et des cadres mentaux qui viennent de là. Pas directement d'ailleurs parce qu'on en serait les purs héritiers, mais aussi parce que à toutes les époques modernes, on est revenu à ça. À la Révolution, on a voulu refaire la République romaine. À la Belle Époque, on s'inspirait de l'Antiquité aussi pour faire de la politique ou pour faire de l'architecture. Et donc, on a ces cadres mentaux en tête. Quand on revient aux originaux, ça clarifie. On voit les choses plus nettement, plus claires. La démocratie, c'est peut-être le meilleur exemple. On voit littéralement ce que ça voulait dire à l'origine, et on enlève toutes les couches de dérivation, en quelque sorte, qui font glisser le sens vers quelque chose de beaucoup plus obscur et vague. Et donc, c'est d'abord, je pense, une sorte de qualité, de clarté qu'on peut trouver chez les anciens. C'est un peu comme une voiture. Il y a trop d'électronique aujourd'hui sur les voitures. Si on en revenait à des bons vieux modèles avec le basique et l'essentiel pour la sécurité, on y verrait plus clair. Il y a un peu de ça. Et l'autre avantage, c'est que, comme c'est très éloigné de nous, on est moins passionné. Donc quand on parle du populisme aujourd'hui, on pense à Trump, à Mélanie, à Marine Le Pen, et évidemment tout le monde a un avis affectif avec ça. Quand on parle de Cicéron ou de Claudius, donc César, des personnages qui sont morts il y a 2000 ans, on n'a pas vraiment, en principe, de grande passion affective pour ces gens-là, et donc on peut en parler plus froidement. La patine du temps est passée et on a le recul nécessaire. Raphaël Dahan, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. Votre livre clair, précis, court, dynamique, Faire de la France une démocratie, est sorti chez Passé Composé. Il faut lire les autres aussi si vous vous intéressez à l'Antiquité et à la modernité. Et puis surtout, je conseille votre laboratoire online, ce site étonnant, vestigia.org, avec des jeux en ligne, des références historiques vues sous le prisme de l'intelligence artificielle, du jeu vidéo, du graphisme avec Napoléon, des portraits classiques, tout ça revisité à la sauce techno, c'est formidable et c'est ludique. À bientôt, Raphaël Dahan. Merci beaucoup. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jeudi, Franz-Olivier Gisbert. Il est